Art, communication, esprit, 13 300, cité Nostradamus. Que pensez-vous de la violence actuelle? La violence est aussi difficile à définir qu'elle est aisée à identifier, du moins le croyons-nous. D'un point de vue conceptuel, la violence est en effet presque indéfinissable, du même titre que des notions comme celle du chaos, du désordre, de la transgression. Elle implique l'idée d'un écart ou d'une infraction par rapport aux normes et aux règles qui définissent les situations considérées comme naturelles, normales ou légales. L'idée de violence est chargée de valeurs négatives, comme nous le verrons dans la première partie, et des valeurs positives lors de la deuxième partie, que nous attacherons à la rupture, à la transgression, à la violation ou à la destruction de l'ordre. Dans la dernière partie, nous nous pencherons sur le problème que peut poser un monde sans violence, ainsi que sur la répression et sur la prévention de cette violence. Il est évident que la violence s'exprime dans les guerres, que se font les nations au moyen d'armements en plus sophistiqués. Quel que soit l'endroit où la guerre s'effectue, son côté négatif se manifeste de façon explicite. Ainsi, ne pas ressasser le couteau dans la plaie. Nous citerons ici la définition que donne Malraux. La guerre, c'est faire entrer des morceaux de ferraille dans la chair humaine. Pour parvenir à ce violent objectif, il a fallu conditionner toute une population. Le prélude de l'enseignement et d'entraînement et de formation d'appeler et d'engager se fait de façon légale, par notamment un service actif dirigé vers le maniement des armes, parcours du combattant, entraînement au tir avec des armes de pointe, au combat à la baïonnette, simulation en chambre à gaz, de combat en milieu contaminé, charge, marche de nuit, préparation idéologique. Pas une minute n'est perdue pour faire d'adolescents civils, tout juste sortis du collège, dépareillés et passablement désordonnés, de solides soldats aguerris et prêts à opérer sur le terrain. En dépit de quelques accrocs, çà et là, la machine est bien huilée et atteint parfaitement son but. Par touches successives, les recrues prennent le pli, rentrent dans les rangs. Lors de la parade finale indifférenciée, elles semblent toutes sorties du même moule. En apparent temps de paix, une autre préparation idéologique passe à travers les messages et la violence du matraquage publicitaire. Si la publicité ne comporte pas de comparaison précise de produits concurrents, la loi interdit le dénigrement tenu pour une forme de concurrence déloyale, même lorsque les faits allégés sont parfaitement exacts. Cette mesure a été adoptée dans l'intérêt des fabricants déjà installés sur le marché, non dans celui des consommateurs. C'est comme si, en politication, un candidat ne pouvait critiquer ses adversaires en les désignant de façon suffisamment précise pour qu'ils puissent être identifiés. Ces publicités sont contradictoires et brouillent les esprits. Chacun prétend être supérieur, le meilleur ou celui qui lave le plus blanc. Si la publicité est réduite à l'imaginaire, son jargon pré-scientifique prépare à l'absence d'informations véritables, texturées, hypoallergéniques, Colgate aux gargoles. L'affirmation peut être exacte, mais néanmoins trompeuse. Un dentifrice au calcium n'est pas plus utile qu'un encaustique à la sciure de bois. Pour l'annonceur, l'information n'est pas un fin en soi. Il ne fournit que dans la mesure où soit la forme où il pense qu'elle pourra accroître ses ventes et son bénéfice. Dès qu'il est question de réglementer la publicité mensongère et abusive, les annonceurs affirment que le consommateur est un être adulte et raisonnable, qu'il n'a pas besoin d'être protégé et qu'aucun esprit ne se croit aux exagérations de la publicité. La violence du calme est un aspect implicite qui joue sur nous la violence. Viviane Forestier exprime son scandale ainsi. La rue est calme. Ils sont tous condamnés. Ils ne se hâtent pas. Ils ne hurlent pas. Ils n'invoquent pas.
La contrainte est telle qu'ils le savent inutile. Ils passent. Mais où se passe la terreur? Où se loge l'oubli? Où se crient les cris? Où se pleurent les pleurs? Où se déchaînent les crises? Se déclenchent les scènes à l'intérieur, dedans. Nous sommes violents. Nous sommes entourés de violence. Nous sommes contraints de toutes parts. La pire violence, c'est la violence du calme, parce que nous ne la connaissons pas. Elle est si violente, elle est si efficace qu'elle n'a même plus besoin de se manifester. Nous croyons que nous vivons dans le calme, et dans ce calme, il y a tous les malheurs que nous connaissons des autres, mais auxquels nous ne pensons pas, comme par exemple cette panoplie de malheurs que nous pouvons citer dans le désordre. Les variations de statistiques de l'espérance de vie par profession, les retraités piégés dans les mouroirs des hospices, l'encadrement de notre propre mort, les discours politiciens tout faits qui sont aussi mensongers que la publicité, le fait qu'il n'y a pas assez à manger pour tous sur cette terre. Serait-il du possible de pouvoir le dire et de pouvoir l'assumer? Un essai d'antithèse sera de trouver des points positifs à cette violence. Les affrontements avec les forces de l'ordre en mai 68 peuvent paraître éloignés de cet objectif. Et pourtant, nous pouvons retenir une des propositions révolutionnaires soulevées par un leader étudiant comme Alain Guémard, professeur d'université, avec l'élection du suffrage universel d'un étudiant en thèse devant son professeur et ses égaux, par ses collègues étudiants eux-mêmes. Les questions non valables ou mal formulées de la part du professeur étant sanctifiées, et l'assemblée des étudiants pourront être contre. Si un des points positifs a pu résulter de mai 68, ce sont bien les femmes qui ont su le faire naître. De tous âges, de tous milieux, leurs paroles, relatant de faits précis de leur vie quotidienne, de leurs gestes de travail et de leur entourage, ont pu leur permettre de s'exprimer, de décrire leurs frustrations, leurs joies, leurs convictions, leur intuition, leur échec et leur espoir. La lutte des femmes jusqu'à nos jours fait la synthèse de deux démarches, l'une collective et politicienne, l'autre plus individuelle, qui remet en question la sexualité et la morale de notre société. En d'autres temps, d'autres mœurs, essayons de voir en quelle mesure l'aspect positif de la violence peut prendre forme. Dans l'antique société germanique, c'était le courage guerrier qui était le plus honoré. Comme pratiquement tous les peuples, les anciens germains croyaient à une survie de l'âme et pensaient que les guerriers, morts au combat et les armes à la main, allaient tout droit au Valhalla, le paradis de Wotan. Pourquoi l'agressivité était-elle prônée? Cette société était constituée de guerriers farouches, toujours en mouvement, une de ces peuplades barbares qui déferla un jour sur l'Empire romain et le fit crouler. L'agressivité était pour eux une question de survie. Ils ne pouvaient plus vivre sur leur territoire et d'autres peuplades les poussaient dans le dos. Donc, cette société a érigé en vertu ce qui était le plus utile, la violence, pour la cité. Cette société a sécrété ses propres vertus afin de mieux se défendre, de mieux se protéger. À la lueur freudienne, l'homme n'est plus un être pacifique, ne se défendant que si on l'attaque. Il possède une bonne dose d'agressivité innée, et il est tenté de satisfaire cet instinct aux dépens de ses congénères, de les exploiter, de les faire souffrir, de leur tuer l'agressivité. L'agressivité peut atteindre une occasion favorable pour se manifester, se mettre au service d'un dessein, mais aussi apparaître de façon spontanée, démasquant la bête sauvage sous l'homme civilisé. Par suite de cette hostilité primaire que dressent les hommes les uns contre les autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine. La civilisation doit limiter l'agressivité humaine par les moyens psychiques de la morale.
Si elle est prescrite l'amour universel, c'est bien que cet idéal est parfaitement contraire à la nature humaine primitive. Si nous prétendons ne jamais subir la tentation d'enfreindre le commandement « tu ne tueras point », la psychanalyse serait reconnaître en nous la tentation de tuer, même si elle s'échappe à notre conscience. Pendant la guerre 14-18, Freud a vu des États belligérants se conduire entre eux de façon fort peu morale, alors qu'à l'intérieur se réprimait l'immoralité et la brutalité. Les penchants élémentaires, par eux-mêmes, ne sont ni bons ni mauvais. Nous les caractérisons en fonction de leur effet sur la collectivité, et ils présentent souvent sous l'aspect de l'ambivalence, comme on peut l'observer par exemple dans la coexistence très fréquente d'un amour intense et d'une haine violente envers la même personne. Les hommes actuels naissent avec une aptitude à transformer les penchants égoïstes en penchants sociaux. Une partie de cette aptitude est innée. L'autre est acquise au cours de l'existence. Nous avons tendance à surestimer la part innée de cette aptitude, donc à croire l'homme meilleur qu'il n'est en réalité. L'aspect positif que ces réflexions de Freud sur la violence engendrent sont d'ordre purement mental, car permettant de connaître mieux soi-même, de se comprendre et de trouver sa place dans l'humaine condition. Qu'adviendrait-il d'un monde sans violence? Ou du moins peut-il dessiner comme l'entrevoit le christianisme? Jésus prêcha dans la société juive de son époque qu'il ne fallait pas appliquer l'antique loi du talion, l'ancien œil pour œil, dent pour dent. Mais si quelqu'un vous frappait sur la joue droite, vous deviez tendre la joue gauche. Pourquoi l'agressivité est-elle déconseillée dans cette société? Cette société est une société d'esclaves, d'hommes conquis, envahis. La survie pour eux consistait à se faire oublier, à se faire aussi petit que possible, aussi humble que possible. Il n'était pas question pour eux de rendre les coups reçus. Pour Gandhi, ce monde n'est qu'un conflit incessant entre les asuras, les démons, et les devas, les anges. L'asura, dès le moment qu'on lui laisse le pouvoir, fait tourner la roue à gauche, dans le sens sinistre. Le motif de toutes les actions dévie le gain. Pour arrêter cette roue, qui peut être représentée par une croix, telle que les chrétiens la connaissent, mais la croix n'est pas la fin de tout. La non-violence a cet immense mérite qu'elle arrête le cercle infernal de la violence destructive. Mais une autre violence doit partir, quand la violence négative a été arrêtée. Il y a la place pour la violence positive, dont il est question dans l'Évangile quand il est dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Aujourd'hui, le drapeau de l'Inde porte une roue. Dans quel sens les Indiens vont-ils la faire tourner? L'asura, la puissance naturelle dans l'homme, veut profiter du monde, profiter des hommes. Le mot profiter vient du latin profacere, profiter à, faire pour quelqu'un. Mais si on oublie soi-même, on ne fait plus attention, tout de suite vient le profiter d'eux. Il n'y a dans le monde que deux sortes d'hommes, les devas et les asuras, les dieux et les titans, les héros et les marchands. L'attitude du héros est « Monde, que puis-je te donner ?» L'attitude du marchand est « Monde, que peux-tu me donner ?» N'oublions pas quand même que la non-violence a eu sa part de victime de la part de l'oppresseur britannique. Au terme de cette dissertation, nous essaierons de donner une définition de la répression et de la prévention. La répression naît de la loi et vaut ce que vaut la loi et bénéficie de la même illusion de liberté. Il implique que le contenu de l'interdit soit limité, précis et légalement déterminé et qu'une organisation judiciaire indépendante soit légalement chargée d'en appliquer la sanction. À la base
de toute répression, nous retrouvons donc le principe de la légalisation des délits et des peines. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que nul ne peut être puni en vertu d'une loi. Pour l'essentiel, les infractions de base sont les mêmes. Infractions contre les personnes, infractions contre les biens. La détermination des infractions diffère selon les époques et selon les législations. Par exemple, tous les pays scandinaves, la plupart des pays dits socialistes, l'Angleterre, le Canada, le Japon et 16 États aux États-Unis ont adopté des législations autorisant, soit complètement, soit sous condition, la pratique de l'avortement. En Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, l'avortement est considéré comme un crime. En France, il existe des définitions légales précises du vol, du meurtre et de l'assassinat, mais qu'en l'absence de cette définition, l'atteinte aux bonnes mœurs ne soit l'occasion pour le juge de s'ériger en censeur des passions humaines.